Bienvenue pour cette édition du 7-8. Les invités, chaque jour, rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité dans le département des Yvelines. Et pour débuter la semaine, vous entendrez Nicolas Dupont-Aignan. Le député président de Debout la France est venu dans les Yvelines présenter son programme. C'était à Rambouillet, un choix loin d'être anodin. Hubert Védrine entend mettre le monde au défi, c'est le nom de son nouvel ouvrage. L'ancien ministre socialiste était lui aussi dans les Yvelines, mais à Versailles. Et puis, Laurent Brunner, le chargé de programmation pour les spectacles du Château de Versailles, nous présentera la saison 2016-2017. On débute donc par de la politique et Nicolas Dupont-Aignan qui était en terre yvelinoise pour sa dernière réunion publique. Il a choisi Rambouillet, une circonscription qui est actuellement occupée par le député du Parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson, également candidat, vous le savez, à la primaire de la droite et du centre. Un choix pas si anodin, vous allez l'entendre. Le chef du parti Debout la France était également revenu sur son programme. L'interview est menée par Nicolas Dandry. Jean-Frédéric Poisson est un des rares républicains du Parti des Républicains à avoir compris l'arnaque de l'Union européenne telle qu'elle est construite et de le dire. Et je l'en félicite. Maintenant, est-ce qu'il va gagner la primaire? Je ne sais pas. S'il la gagne, eh bien, bravo. S'il la perd, eh bien, j'espère qu'il votera pour moi parce que je ne vois pas comment il peut voter pour des gens qui défendent exactement l'inverse de ce qu'il défend. D'abord, je souhaite que les communes gardent leur liberté et je suis hostile à ces immenses communautés d'agglomération, communautés de communes, qui vont être la prime à la bureaucratie et à la dépense publique. Je crois que tout ce qui s'administre de près, sur le terrain, et coûte toujours moins cher. Qu'il y ait des économies, il les faut. En revanche, ce qui est choquant, c'est que l'État a transféré aux communes de nouvelles charges, par exemple la réforme absurde des rythmes scolaires, et en même temps, il réduit les dotations aux communes. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique comment on fait. Moi, j'ai fait des économies dans ma ville, et les dotations, je les ai assumées, comme beaucoup de maires. Mais il y a un moment où on va arriver à l'os, on n'y arrive plus. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut être prudent dans les prévisions de diminution de dépenses publiques, car il ne faut plus qu'elles augmentent, il faut essayer de les faire diminuer, mais il ne faut pas non plus promettre n'importe quoi. Je veux qu'on maintienne le département. Je suis hostile aux grandes régions qui ne sont que des copinages et du gaspillage. Et je crois au département. Je veux d'ailleurs en France regrouper certains départements, car j'estime qu'avec 70 départements, on pourrait très bien administrer la France. Et rien n'interdirait d'avoir les présidents de département ou les vice-présidents qui travaillent au niveau régional ensemble. Et c'est pourquoi je suis pour la suppression des conseils régionaux. Je pense qu'il faut d'abord relancer l'initiative privée, qu'une fois que la machine économique va se relancer, alors on sera en capacité de réduire la dépense publique. Mais si vous réduisez la dépense publique d'un coup en arrivant, je voyais certains candidats, moins 500 000 emplois, suppression des emplois aidés, ce sont des emplois qui permettent à des jeunes et à des personnes au chômage de reprendre le travail. C'est absurde. J'ai appris que la Société du Grand Paris, qui construit ce métro, qui va dépenser des dizaines de milliards d'euros de notre argent, le vôtre, le mien, l'argent du contribuable, eh bien, cet argent serait attribué à des entreprises étrangères de bâtiments et de travaux publics. Ça veut dire quoi? Des travailleurs détachés. Ça veut dire que l'argent des Français sert à nourrir l'emploi à l'étranger. C'est scandaleux. Donc moi, je fais une proposition, c'est que 75% des dépenses des commandes publiques, des collectivités locales, aillent à des entreprises qui fabriquent en France. L'Académie des sciences morales, des arts et des lettres de Versailles faisait sa rentrée solennelle la semaine passée. Pour cette première conférence, l'Académie recevait l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. L'ex-conseiller de François Mitterrand a parlé de son dernier ouvrage, Le monde au défi. Il a développé notamment son idée de géoécologie. Écoutez. Dans les relations internationales où on prend en compte essentiellement les questions de puissance, politique, économique, militaire, les valeurs, la démocratie, des choses comme ça, petit à petit, la dimension écologique va être de plus en plus forte. On l'a vu avec la négociation conclue à Paris sur la COP21. C'est sans précédent que l'ensemble des pays du monde surmontent leurs approches particulières, leurs contraintes pour se mettre d'accord sur un programme aussi ambitieux. Je pense que ça va aller plus loin et que progressivement, on va juger le comportement des pays dans le monde, pas uniquement donc sur la politique et l'économie, mais aussi là-dessus. Par exemple, des pays
qui ne jouerait pas le jeu, après avoir signé des engagements concernant le climat, la biodiversité, la réduction des nuisances ou la protection des espèces animales protégées, vous voyez, et qui ne joueraient pas le jeu après seront désignés, montrés du doigt. Récemment, la procureure de la Cour pénale internationale a annoncé qu'elle allait se saisir elle-même des crimes écologiques. Donc je crois qu'il y a une évolution et que progressivement ça va influencer la géopolitique, qu'il y aura une notion de compétitivité écologique, une notion de crime écologique contre l'humanité, etc., etc. Ça ne sera jamais le premier enjeu ni le seul enjeu. Il y aura beaucoup d'enjeux en même temps. Il y aura toujours des enjeux de sécurité, de pouvoir, la capacité militaire des pays. Il y aura toujours des zones de conflit comme le Moyen-Orient aujourd'hui. Donc je ne dis pas que ça va devenir le seul élément, bien sûr. Mais progressivement, ça va entrer en jeu. Et on voit que des États collaborent, contribuent de façon positive à l'écologisation de l'économie et de la société pour interrompre le compte à rebours écologique avec toutes ces menaces, et que d'autres ne jouent pas le jeu. Donc ça veut dire très important. Ce ne sera pas le seul élément, il y en aura d'autres. Mais ça n'existait pas avant. Imaginons que la Chine ne réduise pas du tout le trafic qui fait qu'en Afrique, on tue des éléphants et des rhinocéros pour leur corne et pour l'ivoire. Et que la Chine dise « je m'en fiche ». Et que pendant des années, ça dure. Au début, on se dit il y a d'autres problèmes, qui sont plus importants, il y a le développement et des choses comme ça. Et au bout d'un moment, une partie de l'opinion mondiale va dire la Chine se conduit mal. Ça va devenir un élément de pression sur la Chine. Alors aujourd'hui, on peut rigoler en disant les Chinois, ils s'en fichent, ils sont tellement puissants. C'est pas tout à fait vrai. Le président chinois vient d'annoncer un renforcement de la répression contre les trafics de vente d'ivoire prohibés. Donc je crois que ça va aller très vite en fait, et que ça va entrer dans le champ de la discussion mondiale. Pendant longtemps, sur les histoires de climat, la Chine disait ça ne nous concerne pas. D'abord, on n'est même pas sûr qu'il y ait un vrai changement. Deuxièmement, si un changement, ce n'est pas de notre faute. C'est de la faute des pays qui ont fait la révolution industrielle. Et donc, c'est à vous de payer. En gros, c'est ce qu'ils disaient avant Paris. Puis, au bout d'un moment, c'est devenu tellement préoccupant pour les Chinois eux-mêmes en Chine, pas le climat en général, mais la pollution, vous voyez. Et il y a tellement d'énervement des internautes chinois, qui sont quand même 500 millions, que même le régime chinois, qui est un régime dur et autoritaire, mais qui est obligé de tenir compte de sa population, il a été obligé de bouger. Propos recueillis par Nicolas Kirillovitz. Culture à présent. Depuis maintenant 8 ans, le château de Versailles propose de redécouvrir de grandes œuvres classiques. Plusieurs lieux de la demeure du roi Soleil accueillent les artistes, Opéra Royal, Galerie des Glaces ou encore la Chapelle. Écoutez Laurent Brunner, c'est le directeur de Versailles Château Spectacle. Il nous parle de la programmation pour cette nouvelle saison. C'est au micro de Mélanie Poquet. D'abord, c'est la 8e saison. Ça paraît pas, mais ça fait bientôt 8 saisons qu'on a réouvert cet Opéra Royal en 2009. Et c'était un moment important parce qu'il y a une maturité. À ce moment-ci, on s'est présenté à la fois des grandes œuvres du répertoire, à certains moments les 4 saisons de Vivaldi, la 5e symphonie de Beethoven, le Requiem de Mozart, donc des choses qui sont, on va dire, le grand répertoire. Et par ailleurs, proposer au public des redécouvertes complètes, des choses très différentes et qui à chaque fois sont redonnées avec les meilleurs interprètes. Alors c'est Raphaël Pichon, c'est Christophe Rousset, et qui sont données dans un cadre d'exception. L'Opéra Royal, vous avez le droit d'y venir. Vous ne savez pas qu'il existe, à la vérité, puisque ce bâtiment n'a pas de façade sur la ville. Il était vraiment l'opéra intérieur du château de Versailles, réservé à des soirées très exceptionnelles du temps de Louis XVI. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut venir dans ce lieu magnifique, qui était le cadre du mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Tout de même, c'est une chose extraordinaire. Je fais un aveu complet. Je ne programme jamais les choses où j'ai l'impression que je vais m'emmerder. Parce que je sais que le public, il va être comme moi, voire peut-être plus que moi, avoir tendance, ne connaissant pas l'œuvre, à se dire, bon, alors ça ne m'intéresse pas. Je veux au contraire des projets qui sont pétillants, qui me redonnent envie d'écouter de la musique à chaque fois que je les allume. Et c'est le cas pour Raphaël Pichon, pour beaucoup d'autres interprètes, des plus célèbres, William Christie, Johnny Lloyd Gardiner, dans Le Messie de Handel ou Le Magnificat de Bach, vraiment des monuments. Et parce qu'on joue aussi à la Chapelle Royale, les interprètes sont jeunes. Sébastien Dosset, Valentin Tournet, Raphaël Pichon, Gaëtan Jarry, tout ça sont des gens
non seulement jeunes, mais en plus pour presque tous les noms que je viens de citer, c'est des gens qui sont nés ou ont habité ou habitent Versailles. C'est pas pour ça qu'on les programme, ça serait pas une vraie raison, heureusement. Mais je crois beaucoup en le fait qu'il y a autour de ce château, à un moment, des ondes qui incitent des musiciens en herbe, des jeunes, à se dire on va essayer quand même, allons-y, pousse un peu, va plus loin. Et ce plus loin aboutit qu'un jour on leur dit venez jouer ici, qui n'est pas le lieu pour des petites musiques et des petits musiciens, mais un lieu pour les grandes musiques et les grands musiciens. La logique, c'est qu'à un moment, quand ils font des programmes qui ont du sens dans la chapelle royale, dans l'opéra ou dans la Galerie des Glaces, eh bien, ils les y présentent. Et je crois que c'est ça qui compte. Retrouver le sens des lieux avec des programmes artistiques. Il y a aussi du ballet, il y a un peu de théâtre. On va refaire à nouveau ce Bourgeois gentilhomme que j'aurais vu peut-être 50 fois en 5 ans ou 6 ans maintenant. C'est la fin du 7-8, les invités pour aujourd'hui. Replay sur notre site internet tvfil78.com et puis nouvelle édition demain, 18h45. En attendant, les programmes se poursuivent sur notre antenne.